Au-delà des bouleversements rapides qui secouent aujourd'hui le Moyen-Orient et dans un contexte marqué par l'intensification des tensions politiques et sécuritaires liées à la guerre en cours dans la bande de Gaza, une question revient avec insistance. Quel rôle réel peut encore jouer la Ligue arabe? Cette organisation est de plus en plus interpellée quant à sa capacité à répondre aux violations persistantes commises par Israël dans les territoires palestiniens, mais aussi face aux menaces répétées formulées par ses dirigeants à l'encontre des pays de la région. Les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou autour de ce qu'il appelle le projet d'un Grand Israël ont ravivé de profondes inquiétudes, non seulement dans l'opinion publique arabe, mais également au sein de plusieurs régimes qui perçoivent cette ambition comme une menace directe contre leur sécurité nationale et leur stabilité interne. La Ligue arabe se retrouve donc confrontée à un test décisif, alors même que ses positions passées sur des dossiers similaires ont souvent été critiquées pour leur manque de fermeté et leur incapacité à imposer une ligne commune. Dans ce paysage contrasté, l'Algérie s'est distinguée ces dernières années par une position ferme. Alger a plaidé pour des mesures concrètes afin de sanctionner Israël pour ses crimes contre le peuple palestinien, allant jusqu'à proposer un boycott économique et diplomatique, ainsi que la suspension de toute normalisation initiée par certains États arabes. Mais ces appels n'ont pas trouvé l'écho espéré dans la majorité des capitales arabes. Au contraire, des pays comme l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis ou encore le Maroc ont renforcé leur coopération avec Tel Aviv, qu'il s'agisse de partenariats économiques, énergétiques, sécuritaires ou militaires. Cela a progressivement isolé la position de l'Algérie sur la scène régionale. Cependant, fidèle à sa ligne historique, Alger n'a pas cédé. Le président Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens continuent de réaffirmer la nécessité d'adopter au minimum des sanctions communes, au nom d'une solidarité minimale envers le peuple palestinien. Une position qui, même isolée, tente de rappeler à la Ligue arabe ses responsabilités historiques et morales. Face au silence persistant de plusieurs régimes arabes et à leur prudence politique, l'Algérie a progressivement revu ses attentes concernant l'élaboration d'une position arabe commune. Pourtant, Alger n'a jamais cessé d'affirmer son soutien indéfectible à la cause palestinienne, que ce soit sur le plan diplomatique, politique ou symbolique. Avec l'aggravation de la situation à Gaza, marquée par une augmentation dramatique du nombre de victimes civiles et par la destruction systématique des infrastructures sous les bombardements israéliens, la Palestine a appelé à la tenue d'un sommet arabe extraordinaire. L'objectif affiché, bâtir une position plus unifiée et plus ferme face à cette escalade. L'Algérie, fidèle à sa ligne diplomatique, a immédiatement exprimé sa disponibilité pour répondre à cet appel, sans pour autant préciser le niveau de sa future représentation. Certains analystes estiment que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pourrait diriger la délégation, tandis que d'autres considèrent qu'Alger cherchera surtout à utiliser cette tribune pour réitérer ses exigences, stopper toute normalisation avec Israël et activer de véritables leviers économiques capables d'influencer le cours de la confrontation politique et diplomatique. Mais ces ambitions restent suspendues à une interrogation centrale. Les autres États arabes accepteront-ils de dépasser leurs calculs étroits et leur dépendance stratégique vis-à-vis de Washington et des capitales occidentales? Dans ce contexte, de nombreux observateurs doutent de l'efficacité réelle de ces sommets arabes extraordinaires, souvent perçus comme des rituels politiques. Depuis des décennies, les peuples de la région assistent à des réunions au ton dramatique qui se concluent par des résolutions spectaculaires, mais rarement appliquées. Aujourd'hui, alors que Gaza vit une tragédie humanitaire et une destruction presque totale de son tissu vital, une partie de l'opinion publique arabe ne croit plus en ces rendez-vous officiels, assimilés à des mises en scène destinées à apaiser la colère populaire plutôt qu'à produire un changement réel. Dans le même temps, certains pays arabes proches de Washington tentent de maintenir une posture d'équilibre fragile. Ils évitent de critiquer ouvertement Israël tout en poursuivant, souvent sous la contrainte américaine, une normalisation progressive de leurs relations. L'Algérie, qui depuis son indépendance est imposée comme une voix constante en faveur des causes de libération, notamment celle du peuple palestinien, voit dans cette attitude une véritable faute collective du monde arabe. Pourtant, Alger continue de miser sur la pression diplomatique, espérant qu'à moyen terme, certains de ses partenaires finiront par admettre qu'une action concertée est devenue indispensable. L'Algérie sait parfaitement que la force d'Israël ne repose pas uniquement sur son armement ou sur son alliance avec les puissances occidentales, mais aussi sur son vaste réseau économique et commercial dans la région. C'est pourquoi frapper ce réseau pourrait constituer un levier de pression redoutablement efficace. Le problème majeur reste toutefois l'absence de consensus arabe. L'Égypte et la Jordanie, par exemple, estiment que leur propre sécurité nationale dépend directement de leur coopération avec Tel Aviv. D'autres États considèrent que leur alliance stratégique avec Washington doit primer sur tout engagement collectif en faveur de la Palestine.
Cette complaisance vis-à-vis des politiques américaines et israéliennes inquiète de nombreux observateurs qui voient un danger direct pour la stabilité régionale. Car derrière la formule d'un « Grand Israël » brandi par Benjamin Netanyahou, il ne s'agit pas seulement d'un slogan politique. C'est une orientation stratégique visant à imposer de nouvelles réalités sur le terrain, à consolider l'hégémonie israélienne et à s'étendre sur les territoires appartenant historiquement aux pays arabes voisins. Ce scénario place les gouvernements arabes face à une responsabilité historique. Rester passif aujourd'hui pourrait signifier mettre en péril leur propre sécurité et leur intégrité territoriale demain. Dès lors, une question centrale se pose. La Ligue arabe restera-t-elle un simple cadre institutionnel sans effet concret ou la gravité exceptionnelle de la situation actuelle la contraindra-t-elle à dépasser ses divisions internes pour adopter une position commune? L'expérience passée n'incite guère à l'optimisme, mais certains estiment que l'ampleur de la tragédie à Gaza et l'intensité des crimes commis contre les civils pourraient créer une dynamique nouvelle, même parmi les pays traditionnellement réticents. L'opinion publique arabe, profondément marquée par la colère et la frustration, pourrait également accentuer la pression sur ses dirigeants, d'autant que les mouvements de solidarité envers la Palestine prennent de l'ampleur non seulement dans le monde arabe, mais aussi dans plusieurs capitales occidentales, fragilisant les calculs des régimes qui choisissent le silence. Dans ce contexte, l'Algérie poursuit sans relâche son action sur tous les forums régionaux et internationaux afin de rappeler les droits légitimes du peuple palestinien et d'inscrire les crimes israéliens dans l'agenda mondial en les plaçant face à une responsabilité à la fois légale et morale. Conscient de la difficulté de sa mission, Alger reste convaincu que ni le silence ni le retrait ne peuvent être une option, et que la voie de la résistance diplomatique doit continuer de porter, y compris au sein de la Ligue arabe. Pourquoi certains défendent-ils l'idée d'un territoire qui s'autogère? C'est une question légitime qui mérite une réponse claire. Dans une récente interview diffusée sur une grande chaîne arabophone internationale, l'intervention du représentant marocain auprès de l'ONU, Omar Hilal, a déclenché un vaste débat politique et médiatique. Lors de cet échange, le diplomate est revenu sur le dossier du Sahara occidental et sur la vision de son pays concernant l'initiative d'autonomie. Il a insisté sur le fait que ce projet ne constituait pas une remise en cause de la souveraineté marocaine, mais s'inscrivait dans une démarche politique encouragée par l'ONU et par plusieurs puissances mondiales dans le but de favoriser un compromis durable. Cependant, la manière dont il a présenté la position officielle a suscité des interrogations. Certains passages, notamment ceux concernant l'autodétermination, le rôle des Nations Unies et les limites du projet d'autonomie, ont laissé transparaître une certaine hésitation. Rapidement, analyses et commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux, révélant des divergences profondes sur ce dossier sensible. Pour une partie des observateurs, cette interview révèle un malaise. Ils y voient une preuve d'incohérence et une perte de confiance entre les protagonistes. Selon eux, l'autonomie n'est pas l'unique voie possible. À l'inverse, d'autres considèrent que le discours du diplomate marocain traduit une flexibilité stratégique destinée à élargir la palette des options sous supervision onusienne. Certains experts affirment même que cet épisode a ravivé le débat sur la légitimité des revendications, rappelant l'importance de revenir aux textes juridiques internationaux, notamment les résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur la nécessité d'une solution politique juste et durable garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. En Algérie, les extraits de l'interview ont été largement diffusés. Certains y voient un aveu implicite que l'autonomie n'est pas une solution définitive et que d'autres pistes doivent être envisagées. Des commentateurs ont également souligné que l'ambassadeur marocain avait rappelé le soutien historique du Maroc au mouvement d'indépendance dans d'autres régions du monde. Un point qui, selon eux, soulève des contradictions avec le refus d'un référendum au Sahara occidental. D'un autre côté, les autorités algériennes ont choisi de ne pas entrer dans une polémique médiatique. Elles ont simplement réaffirmé leur position traditionnelle, appliqué les résolutions de l'ONU et organisé un référendum libre et transparent. Cette controverse survient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre Alger et Rabat, marqué par la fermeture des frontières et l'absence de dialogue direct malgré les appels répétés du roi du Maroc en faveur d'une nouvelle dynamique régionale. Sur la scène internationale, plusieurs médias rappellent le rôle crucial des Nations Unies et les efforts continus de leur envoyé spécial pour relancer les négociations. Les analyses convergent sur un point. Aucune solution ne peut aboutir sans concession mutuelle. L'idée d'une formule hybride combinant droit politique, identité locale et réalité géostratégique est de plus en plus évoquée au Conseil de sécurité. Les résolutions annuelles insistent sur la participation constructive de toutes les parties. Parallèlement, des organisations humanitaires rappellent l'urgence d'améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés et de mieux protéger les populations dans les zones disputées. Pour Rabat, le plan d'autonomie présenté en 2007 reste l'axe central de sa politique saharienne.
Le Maroc met en avant le soutien de plusieurs grandes puissances et affirme que ce projet garantit une gestion locale élargie tout en préservant l'intégrité territoriale du pays. Mais les opposants estiment que cette formule ne répond pas pleinement au principe de l'autodétermination, élément fondamental du droit international. De son côté, le Front Polisario continue de réclamer un référendum sous l'égide de l'ONU, estimant qu'aucune solution n'est crédible si l'option de l'indépendance en est exclue. Il maintient sa position dans les instances internationales, s'appuyant sur sa reconnaissance en tant que représentant du peuple sahraoui. Quant à l'Algérie, elle affirme soutenir le droit à l'autodétermination sans se considérer comme partie directe au conflit. Officiellement, elle invoque le principe des frontières héritées de la colonisation et la nécessité de laisser le processus onusien suivre son cours. Sur le terrain diplomatique, les perspectives d'un rapprochement entre les deux pays restent limitées. Certains analystes estiment néanmoins qu'une ouverture pourrait émerger si la dimension politique était associée à une dynamique de développement régional. Au niveau géopolitique, les positions demeurent partagées. Certains États soutiennent le plan d'autonomie comme une option réaliste, tandis que d'autres insistent sur la tenue d'un référendum. Les grandes puissances, notamment les États-Unis, la France, l'Espagne et l'Union européenne, suivent le dossier de près et appellent toutes les parties à éviter une escalade. Sur le terrain, les populations vivent une situation complexe, conditions de vie difficiles dans les camps pour certains, attentes de développement dans les grandes villes pour d'autres. Le Maroc, ces dernières années, a intensifié ses projets économiques dans les provinces du Sud, tandis que des ONG soulignent que cela ne peut remplacer un règlement politique durable. Malgré les divergences, beaucoup s'accordent sur un point. Seul le dialogue peut mener à une issue stable. Une solution pourrait résider dans un modèle sur mesure, alliant autonomie élargie, gouvernance locale renforcée et reconnaissance des identités spécifiques. Mais pour y parvenir, il faudra dépasser les discours contradictoires, réduire la polarisation médiatique et instaurer une communication directe entre les acteurs. La médiatisation accrue de l'affaire joue un rôle ambivalent. Elle met en lumière les enjeux humains et politiques, mais peut aussi amplifier les tensions. Les spécialistes rappellent que la couverture de ce type de dossier doit se faire avec rigueur et sans provocation. En fin de compte, une question demeure. La région parviendra-t-elle un jour à un compromis véritable ou ce dossier restera-t-il l'un des grands conflits gelés du Maghreb? Et l'apparition médiatique récente du diplomate marocain sera-t-elle un élément déclencheur ou simplement un épisode de plus voué à s'effacer? En attendant des réponses, l'ONU poursuit sa médiation et les populations locales continuent d'espérer un avenir plus stable. Le Sahara occidental reste l'un des dossiers les plus complexes de la région, mêlant enjeux historiques, géopolitiques et humains. Avec recul et indépendance. Au fil des années, les positions des différents acteurs se sont durcies. Leurs discours se sont affinés, mais une réalité demeure. La solution au conflit reste insaisissable. Elle flotte constamment entre les principes du droit international, les rapports de force politique et les aspirations légitimes des populations locales. Dans ce paysage complexe, la communauté internationale semble elle-même hésitante. Malgré les efforts affichés, son rôle reste souvent limité, partagé entre neutralité diplomatique, préservation d'intérêts stratégiques et prudence dictée par les équilibres régionaux et mondiaux. Le plan marocain d'autonomie, présenté comme une proposition pragmatique et réaliste, continue de polariser les débats. Pour ses partisans, il représente une voie vers la stabilité, une opportunité de développement et une alternative crédible à l'impasse actuelle. Pour ses critiques, ce dispositif ne garantit pas pleinement l'exercice concret du droit à l'autodétermination et risque de contourner l'essence même du processus onusien. En face, le Front Polisario campe sur une position résolue. Seul un référendum complet, supervisé par les Nations Unies, peut offrir une issue légitime. L'Algérie, pour sa part, défend cette approche au nom des principes liés à la décolonisation. Entre ces deux pôles, l'ONU tente tant bien que mal de maintenir un cadre de négociation, rappelant régulièrement que la bonne foi, la responsabilité et le réalisme doivent guider chacun. Au cœur du dossier se trouvent les Sahraouis, et pourtant, leurs voix sont souvent étouffées par les discours politiques et stratégiques. Une partie vit dans des villes modernisées où les infrastructures évoluent progressivement, tandis qu'une autre survit dans des camps de réfugiés, confrontés à des conditions difficiles et à une incertitude écrasante. Entre attente, espoir et lassitude, beaucoup constatent que le temps, loin d'apporter la paix, ne fait qu'alimenter des tensions susceptibles de rejaillir sur toute la région nord-africaine. À cela s'ajoute la relation complexe entre le Maroc et l'Algérie qui pèse lourdement sur le dossier. Une histoire marquée à la fois par des moments de solidarité et par une rivalité persistante. L'absence de dialogue direct, la fermeture des frontières et l'instrumentalisation de la question saharienne dans les discours publics
ne font que figer les positions. Pourtant, la géographie, les liens humains et l'héritage culturel des deux pays plaident largement pour une approche fondée sur la coopération plutôt que la confrontation, sur la construction plutôt que sur l'escalade verbale.